Bonjour à tous, bienvenue dans l'Instant de Luxe 2.0 en partenariat avec Pure People. Ravi d'être avec vous. On passe un moment ensemble et je vous propose aujourd'hui de partir sur un sport de combat avec un homme de combat et une voix extraordinaire. Non, ce n'est pas Georges Clooney, regardez. Il s'appelle Jean-Philippe Lustig. Bonjour Jean-Philippe, merci d'être là. Bonjour Jordan, merci, c'est sympa. On vous l'a fait souvent la blague du Georges Clooney, non? Oui, non, c'est sympa, c'est plutôt flatteur. Ah, Non, c'est mais flatteur. je ne suis pas comédien. Non. Pas comédien. J'ai jamais été attiré par les planches, voilà. Plutôt une grande voix, on peut en parler, et un commentateur exceptionnel. On va en parler évidemment de tout ce que vous avez fait et de pourquoi on vous connaît. Mais juste avant, commençons avec la première case. Cher Jean-Philippe, on l'ouvre ensemble. Regardez, case numéro 1, et on découvre une photo du Figaro. Pour quelle raison? Une photo du Figaro. Hum Photo récente du Figaro? Il y a longtemps, un stage peut-être. Oh là, extraordinaire. Alors donc c'est mon premier contact avec un média. Ouais. C'est fabuleux. Quel souvenir inoubliable. Octobre 1984. Ah bah c'est revenu. Pile poil. C'est dingue, j'ai 23 ans à ce moment-là. C'est une histoire folle. Je suis géo au Club Med. J'ai été géo pendant 4 saisons. Voilà, j'enseignais le tennis tout en continuant mes études d'histoire à la Sorbonne. Mais j'ai fait 2 étés après un an complet. Bref, mon ambition, c'est d'être journaliste sportif. J'ai ça en moi. J'aime éperdument le sport et je veux être journaliste sportif. Mais je n'avais pas ni de télé ni de radio. Pour moi, c'était la presse écrite. La télé, c'est un cours de circonstances. Et donc, je rencontre un grand reporter en étant à Porto Petro. Il s'appelle Jacques Le Singe. Je lui explique ma passion et que j'aimerais entrer stagiaire au Figaro. Il me dit, pas de problème, tu me contactes quand tu quittes le club. Et me voilà stagiaire pendant 3 semaines à vivre au sein d'une rédaction à découvrir comment fonctionnait une rédaction d'un grand journal, Le Figaro. Le premier pas. Exactement. Dans la sphère médiatique. Juste avant, il s'est passé pas mal de choses, notamment une licence d'histoire à Paris, à la Sorbonne. Et puis si on remonte un petit peu avant, comment ça s'est passé l'enfance, avant d'arriver à tout ce monde-là, tout ce monde médiatique? Papa, maman, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Maman était directrice de production, elle était au départ secrétaire de direction, elle a terminé sa carrière en tant que directrice de production dans le documentaire et la publicité. Papa était représentant, voilà, dans un commercial. Milieu modeste, je viens d'Antony, j'ai vécu en HLM de ma naissance jusqu'à l'âge de 25 ans, ce qu'on appelait les grands ensembles, aujourd'hui les cités, là où il y avait toutes les catégories sociales professionnelles mélangées, tous les parcours. Voilà, tous les émigrés étaient tous ensemble, donc c'était à Antony, dans la zone de Massy-Antony, d'ailleurs qui a bien changé depuis. Donc j'ai eu une enfance très heureuse, j'ai manqué de rien. Vraiment, on avait des moyens modestes, une grande sœur, un petit frère, donc moi je suis le cadet. Mais le sport a toujours été ma ligne directrice, et l'histoire, parce que papa était un passionné d'histoire, il y avait des tonnes de livres sur l'histoire. Et donc je baignais dès mon plus jeune âge. C'est lui qui vous a un petit peu transmis le, le truc? Ah oui, complètement. Et en même temps, il était donc passionné par l'histoire, mémoire phénoménale. J'ai la chance d'avoir cette mémoire-là, donc de retenir une date, un lieu. D'accord, bah oui, j'ai vu ça. Vite. Donc ça, c'est important dans nos métiers. Et puis, il était passionné par le sport, l'athlé et la boxe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que progressivement, j'ai Vous êtes parti là-dedans. Comment ça s'est passé au niveau de votre notoriété quand vous avez commencé à rentrer un petit peu dans les choses sérieuses? Votre père a dû être très très fier, je suppose. Oui, parce que c'est un peu l'aboutissement de quelque chose, ça. Oui, non, c'était c'est des moments merveilleux. À la suite du Figaro, Canal Secret, anecdote à ce sujet, ce qui est incroyable. Canal Secret, le 4 novembre 84. C'est loin, hein. Vous n'étiez pas né, ça fait très longtemps. Donc vous imaginez. Et à ce moment-là, je n'ai pas le numéro de téléphone, mais je sais que la chaîne Secret, et je vais appeler d'une cabine téléphonique les renseignements pour demander le numéro de téléphone de Canal. Et je me souviens très bien de la fille au téléphone, qui m'a pris un peu pour un cinglé. Je lui ai expliqué qu'il y a une chaîne qui va se créer. Est-ce que vous avez les coordonnées? Elle va être dans le 15e. Elle m'écoute, elle me dit, c'est pas possible, c'est un charlatan. Ouais. Voilà. Et ensuite, grâce au Club Med, je vais rencontrer quelqu'un au sein de Canal, je vais faire un stage, je vais faire un casting et je vais être directement lancé dans cette aventure donc de la télé, auquel j'aspirais pas forcément. Ma seule expérience au micro, c'était quand j'étais géo au Club Med et qu'à la remise des médailles, j'adorais prendre le micro. Mais voilà, c'était ça. On commençait comme ça avec le Club Med. Donc passons directement à la case numéro 4. On reviendra sur la case 2 et 3 juste après, puisque vous en avez parlé. On ouvre Canal+. Canal. Ah, il est bon ce logo. Hein. En effet, oui, ça c'est le premier. Je crois que c'est le premier, hein, si je ne me trompe pas. Il s'est passé plein de choses. Déjà, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie quand vous êtes arrivé sur cette chaîne? J'ai eu du mal à réaliser. C'est-à-dire, quand la chaîne se crée, moi je vais arriver 2 mois après l'ouverture. J'arrive en janvier 85. Elle a 160 000 abonnés. La chaîne est confidentielle. Et elle était rue Olivier de Serres, dans le 15e. Donc, quand j'arrive là, je vais apprendre sur le tas. On ne se rend pas bien compte. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait de radio, je ne sais pas ce qu'est un sujet, je ne sais pas ce qu'est la télé.
Mais j'aime le sport et je connais le sport. Donc j'ai une passion dévorante. Dès que on parle de sport dans tous les sports, voilà, je sais beaucoup de choses, mais je ne sais rien faire. Et d'ailleurs, je vais me retrouver à être dans une cabine à raconter, à résumer un match de foot sur 1 minute 15. Donc il faut l'écrire, cette petite séquence. Aujourd'hui, ça paraît basique, c'est la base du journalisme. Mais moi, n'ayant aucune compétence, je vais le faire comme si j'étais en direct dans la cabine. Et le mec qui était au son me dit « Mais ça va pas, Jean-Philippe ?» J'étais là, reprise du droit, but extraordinaire. Il me dit « Mais Jean-Philippe, c'est juste un résumé, ne t'excite pas. » Donc, si vous voulez, moi, je parlais de sport, donc je ne me rendais pas compte de l'impact que ça allait avoir. Et puis, ça restait confidentiel au début. Mais c'était un formidable tremplin pour apprendre très vite son métier, tout de suite, être opérationnel, être à l'antenne tout de suite. Donc, c'est une aventure fabuleuse qui vous nourrit, qui vous fait progresser. Après, en termes de notoriété, elle va venir, mais je ne cours pas après. Pour moi, c'est naturel. J'habitais encore au même endroit, Antony, avec mes potes, quand j'allais dans le grand ensemble jouer au ballon. Après, Pourquoi je me la suivais à boxe la télé. Et pas un autre sport? Bonne question. 2 raisons principales. D'abord, il y a toujours l'histoire avec le lien avec son papa, sa maman, le lien. En l'occurrence, papa boxait. C'était la première chose qu'il regardait quand il lisait l'équipe, c'était de voir les résultats de boxe. J'ai boxé, j'ai joué au rugby pendant 10 ans et j'allais à l'entraînement. Voilà. Et donc, papa boxait, moi je m'entraînais, j'allais à la salle, jouer au rugby à Massy, j'allais m'entraîner chez Francky Lesage, qui était un gros nom de la boxe, donc je baignais dedans. J'avais toujours un lien très fort avec ce sport, d'autant qu'à l'âge de 11 ans, vous savez, la remise des prix, ça se faisait plus. On avait des mentions, si on était un bon élève à l'école, mention très bien, bien, passable, il fallait qu'on se déguise. Il y avait donc la fête, et je me suis déguisé en boxeur, qui était un poids lourd, l'idole de papa, qui s'appelait Max Baer, qui était dans les années 30 un grand champion de boxe. Et je suis arrivé en peignoir, avec des petits gants de boxe, un peignoir, avec le nom floqué dans le dos, Max Baer. Donc voilà, il y a un lien, et c'est pour ça, c'est pas un hasard. Il n'y a jamais de hasard. Ouais. Le catch, c'est pas votre truc? Non, mais je l'ai commenté. Un petit peu. Bien sûr, j'ai fait sur Canal, aventure extraordinaire. Vous savez, la World Wrestling Federation, la WWF, qui après a changé de nom. C'était donc ce spectacle Tony Truant, qui a cartonné depuis 30 ans, les WrestleMania qu'on a vus, et ils sont venus faire une tournée en France. Les catcheurs américains, qui ont une dimension médiatique colossale, sont venus, et à l'époque, Lescure, comme on le sait, qui était le patron, m'avait demandé, avec Albert Mathieu, d'être le speaker de la tournée qui se déroulait en France. Et me voilà, à 26-27 ans, à Bercy, smoking, micro, et en train de présenter les catcheurs américains. On est parti faire une tournée en avion privé dans toute la France pendant 1 mois. C'est une aventure extraordinaire. Mais comment vous expliquez qu'il y a autant d'essor pour le catch alors que c'est un sport qui est totalement pipé de A à Z, quelque part? Alors, je dirais que ce n'est pas un sport, parce qu'il n'y a pas de compétition. Ouais. C'est un spectacle. Oui. Les athlètes le sont. Ils s'entraînent en conséquence. Ils font de la culture physique, ils travaillent l'endurance, la résistance, la musculation. Mais c'est pas codifié. Tout est écrit, c'est scénarisé. Mais pourquoi? Parce que c'est un truc bon enfant, c'est extraordinaire. Maintenant, il faut un show fabuleux. C'est scénarisé, les personnages sont des vrais acteurs, quelque part. Ils jouent des rôles. Et tout est décidé à l'avance. Je me souviens très bien durant la tournée, donc je parle de ça il y a 30 ans, mais ça n'a pas changé dans le modèle. Donc, chacun joue un rôle, et à quel moment ils vont gagner? C'est écrit. À ce moment-là, donc tu seras déclaré battu et tout cela, et puis tu vas te conduire de cette façon et tout. Mais c'est... Vous le savez à l'avance aussi quand vous... Ah, vous savez tout à l'avance? Durant la tournée que j'ai faite, j'étais comme ça, j'étais immergé dans ce monde du catch. Tout était à l'excès d'ailleurs. Mais c'est une aventure assez Est-ce que incroyable. dans la boxe, ça vous est arrivé aussi de savoir à l'avance qui allait gagner? D'être sur des trucs un petit peu bancals? Bon, la boxe, l'histoire de la boxe, je le raconte dans le bouquin. Ouais, on en parlera tout à l'heure, le grand livre si vous voulez, de mais la boxe. Il n'y a pas... Très très c'est joli gentil. livre, qui est très, très, très grand. Hein. Regardez, il fait toute la... Il fait 2 kilos. Ouais. Mais la boxe, il y a la mafia qui l'a dirigée, qui a conseillé, qui a contrôlé des combats. Maintenant, est-ce que je savais, par connaissance du sport, je savais qui allait gagner? On se trompe rarement, même si la boxe sur un coup, tout peut basculer. Donc vous le sentiez quand même à chaque fois? Ça, oui. Ouais. Et on le sent dès la pesée la veille, ou le matin. Et après l'ultime moment, lorsque les boxeurs se dirigent vers le ring. Cette lumière, vous savez, c'est comme les gladiateurs. Et là, on se rend compte à quel point, et Tyson en a une illustration, si le boxeur est prêt, s'il est supérieur, s'il a peur, s'il a moins peur. Donc voilà, donc on peut deviner et on peut prévoir ce qui peut se passer. Tout simplement. On enchaîne avec une autre case. Allez, partons sur la numéro 2, s'il vous plaît, pour Numéro 2, un petit coup de santé. Vous allez bien? Oui. Vous êtes en Oui, forme? oui, oui, ça va, oui. Vacciné, Jean-Philippe? Oui, 3 fois. 3 voilà, fois. Ouais, bon. Et je ne l'ai pas eu. J'ai de la chance, je suis passé au travers. Tranquille. Bon, on verra ce qui va se passer, mais voilà, non, bien sûr. Oui. L'époque Canal+, ça a été une époque avec des hauts et des bas. Vous en êtes parti aussi.
Comment on le gère, ça, quand on quitte une chaîne? C'est quelque chose de difficile parce qu'on perd aussi quelque part un peu la notoriété, je suppose, quand on arrête de commenter les combats. Vous l'avez vécu bien? C'est question fine et qui a été longtemps douloureuse, cette fin pour moi. Le départ. Je prends une décision, j'ai 29 ans, j'ai la chance d'être à la lumière, en quelque sorte, si c'est une chance, de faire le tour du monde avec Boutier, mon compère, on fait les plus grands combats, on m'envie, je vais en Italie, en Angleterre, à Las Vegas ou à Atlantic City, comme les gens vont voir leur famille en Normandie, pour vous donner une idée. C'est-à-dire que chaque semaine ou tous les 15 jours, c'est une vie extraordinaire. J'ai des actions, je peux le dire. À l'époque, il y a des plans. Ah, vous aviez des actions? Mais oui, il y a des plans. Et moi, je décide, parce que je ne peux plus accepter ce qui se passe dans la gestion humaine par rapport à mon directeur des sports. D'accord. Donc, ce que je subis, je décide de partir. Donc, j'abandonne tout. Je pars. Mais ça veut dire que ça a été loin Oui, c'était oui, quoi, oui. du harcèlement Oui, j'ai eu du harcèlement, absolument. Voilà. Bon, on va D'accord. pas, voilà, du harcèlement. Bref, Il voulait votre tête, quoi. Oui, non, enfin, c'était plus compliqué que ça. Bref, j'ai fait un zona à 28 ans. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc j'ai des choses quand même qui vont très loin. Bref. Et je décide donc de donner ma démission. Pierre Lescure en est surpris, même si depuis des années, il savait que c'était une douleur pour moi. Et je décide d'aller voir TF1, qui sont, comme vous pouvez envisager, après 7 ans à Canal, très surpris de voir Lustig, tu quittes Canal. Mais on ne part pas de Canal. Et la porte s'ouvre. Et Moujotte et le lait m'ouvrent la porte. Et j'enchaîne à TF1 pour une aventure qui va durer 10 ans. Voilà, donc tout simplement, en fait. oui, tout simplement. Mais quand je décide de donner ma dème, j'ai rien. C'est-à-dire que je pars parce qu'il y a une souffrance. Donc, c'est la vie. Voilà, donc aucun regret. Canal m'a nourri. Canal a été extraordinaire. Ça a été une aventure fabuleuse. Fabuleuse, fabuleuse. C'est une chance inouïe. J'ai tout appris. J'avais même beaucoup d'avance lorsque j'arrivais à TF1. Et TF1, expérience différente? Complètement. Je quitte une chaîne privée qui m'a tout appris. J'ai été très vite dans ma progression et j'arrive dans un bateau hyper structuré, qui est puisque c'est un porte-avions. Ouais. Voilà, donc, mais je viens avec des réflexes d'une boîte qui m'a enseigné à travailler vite et de façon efficace. Ouais. Donc je vais m'intégrer et impulser en devenant producteur et rédacteur en chef, ce que j'ai appris à Canal, ce qui est génial. Donc c'est une aventure. Voilà, et je découvre un énorme média. À l'époque, c'est 40% de part de marché, TF1. Les audiences que je fais en commentant la boxe avec Thierry Roland dans les années 92, 13, 14, 15, on est entre 5 et 8 millions de téléspectateurs en seconde partie de soirée. Ouais. Après, Ça se sent comment, ça? On le sent où? Ah Quand bah, on se promène dans la rue? Ah bah ouais, alors là, et les courriers. J'avais mon assistante. Non mais c'est intéressant. Maintenant, les réseaux sociaux. Donc on est en contact avec son public, avec comment ses followers. Voilà, Ouais. exactement. Sa communauté. Sa communauté, voilà, chercher le mot. J'ai bien vu que ça vous plaisait pas. Non, mais pourtant je l'ai, mais regardez, moi je suis pas super actif, je n'ai pas beaucoup et tout ça. Bon. Voilà, c'était communauté qui cherche. Voilà, exactement, communauté. Mais à l'époque, donc, il y a les courriers classiques. Et je reçois des centaines de lettres. Positif et négatif? J'ai la chance d'avoir 95% de choses qui étaient très belles tout le temps. Et quand c'était négatif? C'était féroce. Féroce, ouais. Oui, On attaque sur quoi alors, un commentateur? Non, ça peut être sur une tenue, par exemple, pas sur les mots que je tenais. Ouais. J'en ai eu très peu, fort heureusement. Ouais. Donc vraiment, j'ai eu la chance de... Voilà. On fait jamais l'unanimité dans son métier. Mais dans ma spécialité, la boxe, si vous voulez, j'avais la légitimité, la crédibilité. Donc, et les gens sur TF1 qui n'étaient pas des fans sont venus. Donc, et à chaque fois, je répondais. Hein. J'envoyais un pins. Ah ouais, non, c'était vachement... Et c'est très beau, c'est très touchant. Vos contacts avec Thierry Roland? C'était étonnant. C'est un mec incroyable. Ouais. Donc, qui est parti d'un coup, hein, en plus. Malheureusement, 25 ans de différence d'âge tous les deux. Il était à l'antenne comme il est dans la vie. Le même, très cool, pas gros bosseur du tout, mais une aisance à l'antenne. C'était pas un bosseur, Thierry Roland? Pas du tout, mais une sympathie. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est pas un bosseur, Thierry. Et puis dans cette période-là, cette vieille génération, elle bossait pas, mais c'est pas grave. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrivait, tout était fait? Oui, rien. Et puis en plus, il s'appuyait sur moi à 95%. Jean-Philippe, c'est quoi le match? T'inquiète pas, je vais le gérer. Non, mais c'était ça, en gros. Mais oui, mais ça bon. me fait rire. D'accord. Mais Thierry c'était une figure, notoriété colossale. Ouais. Et quand on était ensemble au bord du ring à faire la France entière, on a fait tous les parcours-là. C'était vraiment, les gens étaient Mais derrière il nous. travaillait pas parce que ça ne l'intéressait pas? Ou Non, il aimait éperdument le foot pas numéro 1, boxe numéro 2, 3 athlétisme. D'accord, ok. 3 passions. Mais la boxe, c'était en dessous du foot, quoi. Oui, il foot travaillait numéro plus pour le foot, je pense. Exactement, D'accord. voilà. Donc, grosse culture sportive, mais il se laisse porter. Et puis, c'est Thierry. Donc, il avait cette sympathie, cette gouaille, on était ensemble. Et il y avait de l'affection, il y avait du respect. Voilà, et beaucoup de respect et de l'affection. Donc, c'est des super souvenirs. Plaisir de parler de Thierry Roland, qui est un homme que j'ai croisé une fois, très très gentil. Bien sûr. Il a beaucoup de caractère, hein, un peu soupolé. Cette voix que vous avez,
qui fait de vous ce que vous êtes? Parce que c'est vrai qu'elle est un peu raillée. Est-ce que c'est dû à un souci au niveau des cordes vocales? Parce qu'on a l'impression, c'est vrai, des fois, on se dit peut-être qu'il se fait du mal quand il parle. Ou alors, pas du tout, c'est une voix naturelle. Non, On est c'est dans la naturel. Non, elle s'est aggravée avec l'âge. D'accord. C'est dû à la consommation de cigarettes? Donc justement, on pense que je suis le mec qui boit, Oui. qui fume, et qui à 4 h du matin, voilà, avec les gros cigares, et puis Bah il est oui, là. vous avez la voix qui va... Exactement, mais pas du tout. Pas du tout. Non, je me couche pas à 10 h. Mais ce que je D'accord. veux dire, c'est que je ne fume pas et je bois pas. Ça a été un complexe, cette voix? Jamais. Jamais. Ah Vous en non, avez non, fait une non. force, plutôt. Bah oui, et quand j'étais au Club Med, donc je me souviens, la DJ Ouais. m'avait enregistré Ouais. et m'a dit regarde cette voix, je m'en rendais pas compte. Ouais. Et donc j'avais une vingtaine d'années, donc Et c'est une ce chance. qui fait qu'on vous reconnaît aussi Ouais, beaucoup. non mais c'est génial, Ouais. c'est une chance, tant mieux. Moi j'y suis pour rien, c'est génial d'avoir une voix reconnaissable et voilà, qui soit en osmose en plus avec mon sport, quoi. C'est un... Case numéro 3, avec Jean-Philippe Lustig. On la regarde. C'est l'amour, évidemment. En couple? Ouais, marié depuis combien de temps 22 ans, mais on est ensemble depuis 25 ans. Il est difficile à vivre ou pas? Le Jean-Philippe. Non, je pense que je suis cool. Ouais. Je suis colérique. Ouais, non, je suis pas. Mais vous êtes comme vous êtes à l'antenne? Ouais, vraiment. Ouais, Oui, donc non, quand même, vous êtes... Oui, voilà. Vous avez la exactement. patate. Voilà, c'est exactement ça. Et- Mais j'ai une femme avec une personnalité. C'est forte aussi. Oui, bien sûr, mais non, mais c'est. Vous arrivez quand même, vous avez réussi à voir vos enfants, enfin je veux dire avec le travail que vous faites, vous êtes tout le temps Ouais. partis, on le sait, hein, les matchs c'est à droite, à gauche, sûr. c'est pas quelque chose qui a été compliqué ça à gérer? La chance que j'ai eue dans ma carrière, Ouais. c'est d'avoir commencé très vite, très jeune, très tôt, et d'avoir eu beaucoup de succès très vite, très tôt, et de voyager beaucoup. Ouais. Mais ma vie affective s'est construite bien plus longtemps après. Ce qui veut dire que mes enfants, donc, qui ont 21 ans et 19 ans, je les ai accompagnés, puisqu'à ce moment-là, je voyageais moins. Donc c'est D'accord. génial d'avoir été un papa présent et d'avoir aujourd'hui, je pense, les rapports qu'on a ensemble, tous ensemble. Quoi. Allez, case suivante avec Jean-Philippe Lustig, je vous propose de partir sur la case numéro 5. Cinq. L'argent. Ah. Money, Ouais. money. Est-ce que ça paye bien? Est-ce que ça paye plus Canal ou TF1 déjà, Jean-Philippe, en toute honnêteté? Non, TF1 payait, quand vous travailliez dans la première chaîne française, Ouais. si vous voulez, qui avait une puissance financière, mes rémunérations étaient supérieures. Parce que j'avais à un moment donné, comme je vous le dis, mes avantages Ouais. en quittant Canal. Donc absolument. Puis j'ai eu la chance à Canal de faire d'autres choses, d'autres Ouais. sports. Lorsqu'on m'a fait goûter aux variétés, voilà, le Chéri de ces dames, le présenté du jeu et tout ça dans les années 95, 16, 17. Donc oui, il y avait de l'argent. On ne fait pas fortune. Ceux qui font de l'argent, et vous le savez, vous qui faites de la télé, aujourd'hui, qui ont fait vraiment beaucoup d'argent, Les animateurs producteurs. exactement. Voilà. C'est lorsque vous avez un contrat sur une longue durée et que vous êtes à la fois l'élément central de votre société en tant qu'animateur et en tant qu'également le producteur, puisque vous voilà. Et là, vous devenez un homme d'affaires et vous faites. Moi, Aujourd'hui, j'ai toujours été Jean-Philippe salarié. Lustig, on peut espérer combien quand on fait un travail de commentateur sur un match de boxe, par exemple? C'est au match de boxe? Non, C'est non, non, sur un c'est-à-dire que- mois? non, Enfin, si vous avez une fourchette à peu près. Non, juste mais qu'on tout puisse se rendre dépend compte. aujourd'hui des formules. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez. Tout dépend du type de médias, parce que les médias ont des moyens différents. D'accord. C'est-à-dire que la pige aujourd'hui d'un journaliste, si vous voulez, c'est des choses qui sont actées. Oui, une piche, c'est 160 euros, entre 160 150 et 200 euros. la journée. Oui. Et en fonction de votre notoriété, vous allez monter. D'accord. Donc, et après, en fonction de ce que vous représentez. D'accord. Et après, donc ça, c'est à la pige. D'accord. Mais après, donc. Il y a si des vous- clauses Donc, de de clauses de notoriété. concurrence, mais vous n'allez pas être payé 300 euros par. D'accord. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et après, tout dépend du nombre de dates que vous avez garanties, ou vous êtes salarié, et auquel cas vous avez un salaire qui inclut donc vos interventions dans la boxe. Voilà, et les conseils que vous pouvez donner, parce que c'est ce qui m'est arrivé pendant très longtemps, dans la mesure où ce sport que je commentais, que je connaissais bien, j'en étais le producteur, et donc je m'occupais des droits télé, de monter les soirées de D'accord. boxe, de négocier les droits. Donc voilà, l'économie aujourd'hui du journalisme, et vous le savez, est bien différente de ce qu'elle était. Bien sûr, ouais, elle a été Voilà. très puissante il y a quelques années. Exactement, Aujourd'hui, ça c'est- devient voilà. Et avec plutôt la compliqué. multiplicité des médias aujourd'hui, voilà, il y a plus d'ouverture, plus de possibilités, mais les revenus sont moindres que de ce qu'ils étaient. Dernière case avec Jean-Philippe Lustig, évidemment, pour parler de ce livre, le grand livre de la boxe, livre magnifique, qu'apprécie beaucoup Mathilde, qui est en régie, qui s'est occupée de l'émission aussi. Déjà, au niveau des pages, elles sont vraiment super jolies, très beau grain. Moi, j'aime bien les qualités comme ça, assez un petit peu papier épais, avec de très belles photos qui correspondent toutes à des photos que vous avez choisies évidemment en partenariat avec Marabout, qui est l'éditeur du livre. Exactement. Et surtout des photos de chez vous. J'ai vu des billets. On Et découvre là, par exemple, plein sur de le choses. Tyson Holmes, voilà, alors, dans ce qu'on voit à l'image, donc ça, si vous voulez, il y a donc ce livre de 2 kilos, je raconte toute l'histoire de la boxe et à travers des combats
mythiques, notamment une trentaine, 29 en l'occurrence pour être précis, de face-to-face, voilà, de face-à-face avec des âges, poids, taille, palmarès. Et puis comme je suis collectionneur, que vous avez vu la passion que j'ai pour ce sport, j'ai au fur et à mesure de ma carrière accumulé beaucoup de choses. Dans le cadre de ma fonction de journaliste, mais également donc les souvenirs de satin jacket, de t-shirts, de casquettes, de programmes, d'énormément de choses, de photos dédicacées, celles que Joe Frazier m'a dédicacées, vous les avez en haut à Tout gauche. ça, c'est chez vous, mais il fait combien de mètres Entre carrés mon bureau, l'appartement 1000. Non, je plaisante. Non, pas du tout. Mais non, c'est qu'il y en a chez ma mère, voilà, il y en a dans mon bureau, dans ma boîte de prod, et il y en a à la famille chez nous. D'accord. Voilà. Donc, non, mais c'est beaucoup, c'est vrai. Donc voilà, il y a beaucoup de choses personnelles et que j'ai voulu faire partager parce qu'en plus, j'ai souvent fait les ventes aux enchères. Donc j'ai des choses aussi très... C'est le dernier livre, celui dont vous êtes le plus fier, vous en avez fait d'autres avant. Ouais, c'est mon 5e. C'est le plus abouti. Le plus abouti. Le plus personnel, c'est là où j'ai mis le plus de moi. Et j'en suis heureux parce que les gens ont super réagi, donc c'est génial. Vous savez, la boxe, c'est une grande communauté, c'est une vraie famille. Il y a des liens forts avec tous ceux qui suivent et qui aujourd'hui, c'est leurs enfants. Vous êtes ami avec des boxeurs? Oui, bien sûr. Ouais. Des grands boxeurs? Oui, bien sûr. Jean-Marc Mormec, on est très proches, par exemple. Et vous êtes fâché avec des boxeurs qui aiment... Oui, il y en a eu. Ouais. Je tairai les noms, mais c'est pas grave. C'est vrai? Mais ils vous ont voulu de quoi? Non, rien, par des prises. Pas fâché, le terme est... Ouais. Non, il y en a peu. J'ai toujours essayé, et c'est important, vous savez, quand vous êtes légitime, quand votre parole est importante, il faut faire attention à ce que l'on dit. Donc, le premier élément clé, je pense, c'est le respect. On peut émettre une critique sur un plan tactique, sur un plan technique, ce qui s'est passé. Mais il faut être respectueux. Voilà. Et le plus important, c'est toujours d'être respectueux, de reconnaître que celui qui monte sur le ring, quel que soit le niveau, il a un courage immense. Et donc, il faut faire abstraction de beaucoup d'éléments. La défaite est douloureuse, elle rend seule, elle est terrible, parfois elle est irréversible. Mais simplement, c'est un univers très curieux, la boxe, très attachant. Donc c'est pour ça, on s'entraide. Mais vraiment, moi j'aime aller dans les petites soirées aujourd'hui, même si je ne les commande pas, être avec les amateurs, avec les boxeurs de haut niveau, moyen niveau et tout ça, c'est... Vous êtes aussi, avant de terminer cette émission, sur une chaîne de télé qui s'appelle I24. Oui. Vous vous occupez de cette chaîne? Je suis le directeur du bureau de Paris de la chaîne d'information internationale I24 News, qui est une chaîne donc en 3 langues, en arabe, en anglais, en français. Tout simplement. Et moi, je dirige le bureau de Paris. On est une quinzaine, voilà. On produit du contenu, on produit des émissions, on fait partie du groupe Altis. Là, vous avez BFM. Bien sûr. Voilà, RMC. Il y a I24 qui est la seule entité internationale de ce groupe. Et moi, donc, j'en dirige ce bureau depuis 4 ans. Je suis dans un autre univers de travail. C'est de la télé. Je suis dans le management. Je suis dans la programmation, dans les ressources humaines, dans les reports, dans les... Donc c'est un travail totalement différent. J'ai eu le plaisir de venir vous voir c'était sympa, pour voir une animatrice qui s'appelle Jennifer. Exactement. D'ailleurs, un nouveau programme qu'on a lancé. Exactement, qui s'appelle Décrypte. Exactement, sur le blockchain et sur la crypto-monnaie. Donc c'est des univers géniaux. Mais oui, ce format court, en anglais et en français. Ce qui est génial, c'est que voilà, elle explique, elle reçoit des invités où elle explique voilà comment ça fonctionne et quelles sont les diverses particularités de cette crypto-monnaie qui est très particulière et qui est compliquée à comprendre. Et c'est dans 2 formats différents, donc français et anglais. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous partez vraiment dans tous les secteurs. Et c'est vrai que c'est très intéressant du coup de suivre ce parcours. Je vous rappelle que le livre s'appelle Le Grand Livre de la boxe, édité chez Marabout. Merci Jean-Philippe Lustig. Merci, c'est adorable. Merci, c'était très sympa. On se revoit très bientôt. Ouais, grand plaisir. Allez, un petit coup de boxe. Bye bye. Allez, gentil, il tape pas très fort. On se retrouve dès demain avec un nouvel Instant de Luxe 2.0. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Cœur People. Ciao.